dit mais partir, c'est se défier, c'est se défiler. Partir, c'est faire l'aveu qu'on ne peut rien changer. Partir, c'est aussi se dire après moi l'enfer, advienne que pourra pour les autres. Moi, j'ai un super niveau d'études, je vais m'épanouir au golf et ne pas, pardonnez-moi de la trivialité, mais me prendre la tête avec ce pays. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est un choix, j'ai fait le choix de rester. Malgré les propositions et malgré les différents mouvements et voyages que je fais, j'ai fait le choix de rester et de permettre à la jeune génération, et c'est ce travail que je fais avec Révèle, mais dans d'autres cadres aussi, de permettre à cette jeune génération de s'épanouir, d'assumer toute la complexité de son identité et surtout de lui offrir les possibilités, les cartes, les compétences pour être à la place où elle doit être. C'est-à-dire que Révèle, pour vous décrire ce projet-là, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, Révèle, c'est une association qui prend 25 à 40 jeunes filles issues de milieux relativement modestes dans nos quartiers populaires et qui les fait travailler pendant une semaine sur la confiance en soi, sur l'ouverture au milieu professionnel, à la rencontre aussi de femmes, ce qu'on appelle des rôles modèles, des femmes qui sont passées par ce qu'elles ont vécu et qui ont toutefois réussi de manière différente. On a des avocates, des gens qui ont ouvert leur entreprise, des gens qui sont infirmiers et toutes les formes de réussite. Je pense que ce que moi, en tout cas, je dessert à travers tous les engagements que je fais, c'est pouvoir, j'ai une trentaine d'années, mais pouvoir transmettre à cette génération, à cette nouvelle génération qui est pleine de potentiel, tout ce que nous avons vécu et qui pourrait leur permettre d'être qui ils sont. Une autre idée dans cette idée de départ, sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi en tant qu'historienne de formation, je pense qu'il est essentiel pour nous d'ancrer dans la mémoire de la France, d'ancrer dans les arts, d'ancrer dans le cinéma et la littérature notre présence. À force d'écrire, à force d'être visibles, ils finiront par s'habituer, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a toute cette idée de créer en France toute la cristallisation autour de l'identité. Une identité qui nous exclut. Ce que nous devons faire, c'est pas nous sentir exclus. Alors moi, c'est pas le choix que je fais. Je ne m'exclus pas. Je tente de créer, à travers la mémoire, à travers l'art, à travers mes programmes, une mémoire inclusive. La mémoire inclusive, c'est quoi? C'est celle qui ne m'oblige pas à m'assimiler, c'est-à-dire que je ne vais pas gommer qui je suis pour entrer dans la fabrique nationale, mais je vais apporter ce que je suis. Mais vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le génie de l'islam ». Eh ben, faisons preuve de génie et apportons tout ce que nous avons de meilleur. Il y a un hadith qui dit, et que je cite beaucoup dans le dialogue interreligieux, le meilleur des hommes, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est le plus utile. Soyons le plus utile pour notre jeune génération. Et c'est vraiment quelque chose, moi, qui me traverse à travers tous mes engagements et que j'aimerais vous faire partager, c'est de vraiment offrir à nous qui avons pu réussir, nous qui sommes d'une génération de troisième génération, d'offrir à celles qui arrivent les possibilités pour ne pas vivre ce que nous avons pu vivre. Et ça, c'est extrêmement important. Je voudrais vous poser une question. La difficulté de cette vie dans cet environnement et de vouloir partir, c'est peut-être une épreuve de Dieu. On a un devoir de da'wa envers les autres en tant que musulmans. Et du coup, je voudrais vous poser la question, comment faire face du coup à ces épreuves et arriver à être acteur dans son pays et de se sentir indispensable à la France et rester ici. D'accord, c'est une façon de poser la question qui est surprenante, mais enfin, je vais essayer de la prendre comme elle est. Mais écoutez, d'abord, si je peux me permettre, moi je suis absolument pas du tout dans le devoir de da'wa de la façon dont on parle de la da'wa pour moi aujourd'hui. C'est pas ce que vous avez voulu dire, mais moi j'aimerais être clair ici. Je vais vous dire clairement, moi je suis né en Europe, je suis né à Genève.
J'ai fait toute ma vie à Genève, j'ai vécu 40 ans à Genève, ensuite je suis parti, je vis à Londres. Je suis européen, je ne quitterai pas l'Europe, je vais, Inch'Allah, vivre et mourir en Europe. Et je suis énormément en France, je ne cesse de voyager. Et je suis de ce terrain-là, c'est ma vie ici. Et je ne vais pas retourner dans un pays majoritairement musulman où l'origine... donc c'est ici ma vie, et c'est à partir d'un certain moment, la question elle est, quel est mon rôle? Et moi cette idée que, et c'est pour ça que j'ai très vite, très tôt, dès la fin des années 80, début des années 90, quand certains des savants que je respectais, je me souviens à l'époque de Cheikh Maulawi qui disait c'est l'espace de la da'wa. Et moi je disais non, moi je ne suis pas d'accord. Parce que le problème que les musulmans ont avec la da'wa, c'est de penser qu'ils sont là pour convertir les gens. C'est pas ça que veut dire la da'wa. La da'wa, il faut la relier à un autre verset du Coran qui dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. C'est-à-dire, nous avons établi la voie du juste milieu pour que vous soyez des témoins. C'est pour ça que tout de suite, à la fin des années 80, j'ai dit le monde est devenu dar et shahada, c'est-à-dire un espace où on est des témoins. Donc nous, le but, c'est pas d'essayer de convertir les gens, juste d'être des êtres humains et d'être des musulmanes et des musulmans avec nos principes et de les assumer avec notre liberté, avec notre conscience. Je n'aime absolument pas ce sous-entendu ou cette perversion de notre présence qui consiste à compter les convertis. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. La conversion, c'est entre Dieu et le cœur des hommes. Moi, ce qui est entre mon frère en humanité ou ma sœur en humanité et moi, c'est pour moi d'être le meilleur des exemples. Ça, c'est un. Et la deuxième des choses, une fois qu'on a déterminé quel est mon rôle, c'est-à-dire ce que vous avez dit d'être une valeur ajoutée, d'être là où je m'installe, d'apporter quelque chose de positif à la société. Mais il faut qu'on se mette bien d'accord là-dessus. On n'est pas dans le monde de bisounours. C'est pas, vous êtes installé, vous allez chez le voisin, voilà un couscous, voilà un tagine, et tout va aller. C'est pas, on a une bonne culture, et puis, non, c'est pas ça, ça va pas se passer comme ça. Vous rentrez dans une allée, vous dites salam et paix à tout le monde, vous ne serez pas en paix avec tout le monde. Vous êtes dans une société où il y a des rapports de force, où il y a des gens qui exploitent. Il y a des gens qui vont même utiliser votre bonté avec des desseins qui ne sont pas si bons que cela. On a des gens qui exploitent, on a des menteurs. Tous les jours de notre vie, on voit des politiques qui mentent, on voit des médias qui couvrent à géométrie variable. On n'est pas dans le monde de bisounours. Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, il faut avoir la conscience de là où on est, on veut le bien, on va faire le bien. Mais en même temps qu'on dit ça, on dit à tous ceux qui exploitent, à tous les menteurs, on ne va pas se laisser faire. On ne vous laissera pas détruire ce pays. On ne vous laissera pas produire du racisme. On ne vous laissera pas stigmatiser les gens. Ça veut dire qu'on va s'armer intellectuellement, socialement, à défendre les principes. Il n'y a pas un prophète sur la terre, il n'y a pas un philosophe sur la terre qui n'est pas venu avec le bien et qui n'a pas trouvé en face de lui des gens qui voulaient soit le détruire, soit le faire disparaître. Et sa responsabilité, c'est qu'au nom du bien, il faut se donner les armes du bien. Et les armes du bien, c'est la connaissance du droit, c'est en même temps le dialogue avec les autres. La plus grande erreur des Français de confession musulmane, c'est de penser qu'ils doivent être entre musulmans contre les autres. Non, la plus grande force des Français de confession musulmane, c'était avec les Français. Non, vous applaudissez pas. Ça aussi, c'est un truc... non. La plus grande force, c'est à partir d'un certain moment de se déterminer. Vous avez énormément, mais essayez de comprendre ça. Essayez de le vivre. Essayez de l'expérimenter dans notre vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne aujourd'hui, vous avez énormément de femmes et d'hommes qui ont, vous savez, quand vous réunissez, franchement, vous vous réunissez ici à la Convention des musulmans de France. Combien d'entre vous qui sont papas et qui sont mamans sentent dans le plus profond de leur être combien c'est difficile de transmettre la spiritualité, le sens et le lien avec le transcendant? Vous croyez que vous êtes tout seul?
Allez voir du côté du christianisme, du judaïsme, du bouddhisme, combien c'est difficile. Vous ne penserez pas qu'on devrait rentrer dans un dialogue où on parle de ça, comment on transmet le spirituel, comment on transmet le sens, comment on respecte la nature, comment on respecte les individus. Vous ne pensez pas que c'est là qu'on devrait trouver des alliances? Au lieu de se mettre, nous les musulmans, ils ne nous aiment pas. Et comment on va faire l'éducation de nos enfants? Développer un rapport ample avec la société. On a ces problèmes ensemble. Dans cette société-là, il y en a énormément qui vivent la question de l'école avec beaucoup de difficultés. Qu'est-ce qu'on enseigne à l'école? Comment on fait? Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas ensemble? À partir d'un certain moment, le but, c'est pas de partir, c'est de rester, mais de savoir comment on reste. Et avec qui on parle, et avec qui on construit l'avenir du pays, avec qui on construit l'avenir de la France. Et à partir d'un certain moment, ça veut dire, aujourd'hui, il faut le savoir. Mais regardez, quand vous êtes en face de votre télévision, vous ne voyez pas dans la télévision le rapport de force qu'il y a? Vous ne voyez pas que c'est toujours les mêmes qui parlent? Ce petit cercle d'intellectuels qui nous mettent les uns contre les autres? Ce petit média qui sont en train de jouer à nous faire peur? Mais vous ne les voyez pas? Ça s'appelle un pouvoir médiatique contre la cohésion sociale. Comment on répond à ça? On s'assied, on regarde, on dit « c'est tous des nuls ». Ou à partir d'un moment, on se lève et on travaille à la cohésion sociale contre ce pouvoir médiatique qui nous divise. Et la même chose avec les politiques. La même chose avec les politiques. Donc vous savez, moi ce qui m'intéresse, c'est la qualité de notre présence. C'est la qualité de la façon. Et c'est pas du tout, moi je ne vous appelle absolument pas à sortir de la convention du Bourget, peace and love, on est gentil. Non, c'est peace and love, on est juste. Peace and love, on est debout. Peace and love, on est digne. Peace and love, on n'est pas tout seul. On a plein de concitoyens, ils pensent la même chose que nous. Peace and love, on ne se laissera pas faire. Parce qu'on sait que certains, ils veulent de l'argent, du pouvoir, de la division et de la peur. Nous, on veut de la justice, de la dignité, de la fraternité et un combat en commun. C'est ça, c'est pour ça qu'on est là. Donc à partir d'un certain moment, ce discours, ça doit être un discours d'énergie, un discours de... Il faut rester en France courageux, il faut rester en France déterminé. Moi, j'ai pas envie... Vous savez, hier, on m'a dit, c'est un discours apaisant. Oui, je suis pour le discours apaisant, mais courageux dans l'apaisement, déterminé dans les alliances. J'ai rencontré, vous savez, je vais vous dire une chose, j'ai rencontré beaucoup de personnes d'autres confessions qui sont 1000 fois plus courageux que j'ai rencontré des gens musulmans qui sont des... Passez-moi l'expression comme on parle dans la rue, des trouillards, des peureux, et qu'à partir d'un certain moment, ils sont toujours dans le retrait, comme ça, on est toujours en train de s'excuser d'être. Non, on s'excuse de rien. Mais vous savez pourquoi je dis ça? Parce que moi, au contraire de vouloir partir, je vais arriver à votre conclusion. Rendre indispensable ma présence par la valeur ajoutée du bien que j'amène dans cette société. Et moi, quand je parle à des gens, je dis, vous devriez être contents, vous avez de la chance de nous avoir. On va faire du bien. On va faire du bien. Avec beaucoup d'humilité, mais on va faire du bien. C'est une chance, ma présence. Et je peux vous le dire, je prends date aujourd'hui, ici. Vous verrez, dans 50 ans, pour ceux d'entre vous qui seront encore vivants, quand nous, on sera disparus, vous allez voir comment ils vont récupérer ce qu'on dit aujourd'hui. La diabolisation d'aujourd'hui. On nous diabolise aujourd'hui, puis dans 5 ans, on dit, ah ben c'était pas complètement idiot. Parce que la lumière, elle se fait sur les morts. La lumière, mais nous, on travaille dans l'histoire, on s'en fout des gens, nous. On s'en moque des gens, les gens, ils passent. C'est ce message-là qui est important. Donc ce que j'aimerais, c'est que vous compreniez bien ça. S'il vous plaît, pas de rapport bisounours avec l'environnement, mais pas non plus une attitude qui est agressive. De la sérénité, de la cohérence et de la détermination. Et ça, aujourd'hui, il faut que nos concitoyens le voient et que les politiques l'entendent et que les médias le couvrent de plus en plus. Et donc moi, quand j'entends Samia, mais moi, je disais à des moments donnés, regardez la nouvelle génération. Samia, c'est une nouvelle génération. Entre nous, il y a presque une génération. Et il y en a plein d'entre vous, vous êtes une nouvelle génération. Et vous osez encore regarder dans le miroir et dire, est-ce qu'on s'en va? Mais non! Mais non! Là, ce que vous voyez, c'est un succès historique. C'est le contraire, il ne faut pas partir. Il faut sortir avec beaucoup d'humilité. Sortez du Bourget, comme le prophète al-Salam est arrivé à la Mecque. Spirituellement prosterné, humainement digne, debout. On va accueillir Raleb Benchir qui nous rejoint à la table ronde.
lui arrive en plein milieu du débat de partir la solution. Avant d'arriver à vous, je vais passer à Samia. Pour vous, quelles sont les choses qui arriveraient en fait? Quels sont les outils, moyens de survie à ces épreuves et arriver à y faire face en fait en tant que citoyen français? Je pense que tu pourras y répondre à l'aide, sans problème. Alors, quels sont les moyens, les outils qui sont à notre disposition pour pouvoir surmonter ces épreuves, c'est ça? Ok. Alors, revenant à... J'utiliserai pas la rhétorique et l'emphase du professeur Ramadan, même si j'ai complètement adhéré à ce que vous avez dit. J'ajouterais même, j'ai beaucoup aimé le peace and love, que j'utilise beaucoup, mais peace and love et nous sommes unis. Nous sommes unis face à toutes les divisions, et je crois que c'est quelque chose qu'on a, au sein de mon association, coexisté, essayé de marteler, malgré les semeurs de division. Pour ceux qui ont pu entendre parler de cette tribune Nous sommes unis, nous avons réitéré la nécessité de vivre avec dignité et de combattre pour nos droits ensemble. Et si vous me permettez, sur revenir sur ce que professeur Ramadan a dit, moi je suis, depuis des années, ça fait 10 ans que je fais du dialogue interreligieux, ça fait 10 ans que je travaille à la fois en France et à l'échelle européenne pour créer des cohésions sociales et pour créer des coalitions. Mais pas des coalitions, et je suis d'accord, où on va prendre un gâteau, boire un thé et se dire à quel point on s'aime, et à chaque moment de crise, vous avez personne à côté de vous. À chaque moment où les musulmans se font insulter au lendemain des attentats, il faut avoir quelqu'un. Parce que le dialogue interreligieux, c'est aussi un moyen d'avoir des alliés qui se battent pour vous, pas à votre place, mais qui sont à côté au moment où on a besoin d'eux. C'est ça la réelle amitié, c'est ça la réelle fraternité. Ce n'est pas juste, comme beaucoup ont pu le faire, et je pense que vous avez tous cette personne en tête, aller vers l'autre en oubliant complètement qui nous sommes. C'est pas ça le dialogue interreligieux. De quoi avons-nous besoin? Moi, très personnellement, j'ai besoin de me rappeler que ce pays, c'est le mien. Que ce pays, c'est le pays pour lequel mon grand-père a fait la Seconde Guerre mondiale. Ce pays, ce sont mes parents qui l'ont construit. Ce pays, je contribue avec mes frères et sœurs à le rendre meilleur. Et c'est ça dont nous avons besoin, d'avoir conscientisé. J'ai enseigné pendant 5 ans à Villepinte, pas très loin d'ici. Et je ne supportais plus d'entendre mes élèves me dire, moi, je suis né en France, mes parents sont nés en France, mais moi je suis algérien, moi je suis marocain, moi je suis d'un ailleurs que je ne connais pas. C'était pour moi insupportable, à 50, 60, un siècle de présence, de voir encore à quel point ces enfants ont conscientisé quoi? Le discours du FN, qui vous répète à longueur de journée, et d'autres, que vous n'êtes pas d'ici et que vous ne le serez jamais. Et si nous, notre génération et la génération suivante, pensons comme le FN, c'est que nous avons perdu la bataille. Et cette bataille, vous pouvez la mener chacun d'entre vous. Quand vous entendez un adolescent de 15 ans, de 14 ans, vous dire, alors qu'il est né ici, que ses parents sont nés ici, et que ses arrière-grands-parents sont peut-être nés ici, il est marocain ou malien, ce n'est pas normal d'entendre ça. C'est un discours qui s'auto-exclut. Donc d'abord, de conscientiser que nous sommes d'ici. Et puis la deuxième chose, c'est de se battre pour ses droits. Vous savez, quand on analyse un petit peu ce qui s'est passé aux États-Unis ou dans d'autres pays, comment est-ce que les communautés, même si ce terme-là est pas français, se sont mobilisées, elles ont d'abord fait valoir leurs droits. Leurs droits de lutter contre toutes les formes de racisme qui les touchent. Donc tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le déni d'un certain nombre d'hommes politiques et de journalistes de nous nier le droit même de prononcer le mot d'islamophobie, ça c'est pas possible. Donc ça signifie, effectivement, nous ne sommes pas des bisounours. Quand il faut montrer notre force et notre conviction, on est là.
Faire valoir ses droits, c'est essentiel. Et moi, quand j'entends un certain nombre de mes amis, j'étais il y a quelques jours à Sevran auprès d'imams, et un des imams m'a dit, vous savez, ma femme est voilée, elle a été à la salle de sport, elle s'est fait virer. Et je lui dis, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que c'est interdit. Il faut faire valoir vos droits, même si les pouvoirs publics ne sont pas de notre côté. Il faut toujours, avec force et conviction et persévérance, continuer à cheminer et à continuer à travailler et à combattre. Je pense qu'il faut vraiment, dans des moments de doute, on a tous été pris à un moment donné par des doutes, par aussi de la fatigue et de la lassitude. Moi, je vois beaucoup de lassitude et de fatigue auprès de mes amis activistes. Il faut continuer à se soutenir. Et puis, le dernier point, et je laisserai la parole à Raleigh Benchir, je vous en supplie, et là, c'est presque une demande personnelle à chacune et chacun d'entre vous que je fais. Faites preuve de bienveillance avec vos frères et vos sœurs. Faites preuve de bienveillance quand une initiative est menée. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous allez voir directement la personne et vous lui dites « je ne suis pas d'accord sur ce point-là et sur cet autre ». Je suis fatiguée et je vous dis de voir sans cesse un certain nombre d'entre nous exposer nos problèmes sur les réseaux sociaux, exposer leurs problèmes devant les pouvoirs publics alors qu'ils ne prennent jamais le temps de s'asseoir. Je suis fatiguée de voir des imams, et je vous le dis avec vraiment beaucoup d'émotion, je suis fatiguée de voir des imams s'entretuer sur RTL, sur TF1 et sur d'autres médias alors qu'ils ne prennent pas le temps de discuter en privé. Faites preuve de bienveillance avec les autres. Je voudrais vous poser une question à Raleigh Benchir pour avoir votre approche. Je voudrais savoir comment dire à ces jeunes qui ont baissé les bras et qui veulent absolument partir que ce pays est le nôtre, comment rester et savoir comment on reste. Merci bien, merci ma chère Myriam. D'abord, avant tout, je suis sincèrement navré d'être arrivé comme ça en retard. Et comme on le dit souvent, c'est indépendant de la volonté du retardataire. Et donc, je vous prie de croire que c'est le cas. J'étais à l'abbaye de Royaumont devant encore une autre assemblée d'hommes et de femmes, de personnes perplexes, inquiets et inquiètes quant à ce devenir ensemble, le mot qui est devenu un mot hoché, comme on dit comme ça. Mais comment faire nation, comment faire une société commune, solidaire, fraternelle et prospère pour tous. Donc voilà ce qui explique ce retard. Et sinon, j'aurais été dès le départ avec vous. Et croyez-le, encore une fois, ce n'est pas de la légèreté ou un manque de respect pour vous toutes et pour vous tous. Moi qui viens à chaque fois ici animé d'un sentiment d'amitié pour vous. Je dis toutefois une chose, mais ce n'est absolument pas une critique, mais si elle devait être prise comme telle, hélas, je l'assume, hier, dans ce même lieu, il y avait moins de monde et le sujet était tout aussi important. Il s'agissait d'art, il s'agissait de culture, il s'agissait de connaissances, il s'agissait d'ouverture sur autrui, il s'agissait de d'émerveillement. Tiens, c'est curieux, quand il s'agit de quitter la France ou pas, il y a du monde. Quand il s'agit de l'art, de la culture, de la connaissance, il y a très peu de monde. Et ce n'est pas normal. Donc ce n'est pas en donneur de leçons que je vous dis, c'est pour couvrir simplement le brouhaha que j'élève le temps, et il se trouve que parfois je suis un homme passionné, rien d'autre. Maintenant je réponds à la question de Myriam. J'étais surpris, mais j'ai cru comprendre qu'il y a une propédeutique, une pédagogie dans les questions. Elles sont toutes sous forme interrogative, elles sont toutes provocatrices. Partir, mais partir où d'abord? Et partir, pourquoi faire? Partir à cause de quoi? On peut y répondre à ces questions. Mais quelqu'un quitte son pays pour aller je ne sais où. Votre pays, et Samia à juste raison le dit, mais j'allais dire mes chers compatriotes, on n'est pas tous compatriotes ici, j'entends bien, mais mes chers compatriotes, restez dans votre pays, restez-y, investissez dans ce pays-là. Il n'y a pas à aller nulle part. Ce n'est pas antinomique avec l'islamité. Je vous ai dit que j'étais dans un endroit. Le sujet, encore une fois, l'islam est quelque chose. L'islam est quelque chose de ET, de la copule. C'est pas du verbe être.
Et depuis l'annus horribilis que nous avons connu en 2015, plein de symposia, de conférences, de débats, de colloques, de congrès portent sur l'islam et quelque chose. L'islam et la barbarie, l'islam et la violence. Aujourd'hui, c'était l'islam et l'humanisme, l'islam et la république, l'islam et la démocratie, l'islam et la gazelle, l'islam et la femme, l'islam et l'électricité, l'islam et la digitalisation. L'islam est quelque chose. Eh bien, comme c'est une question centrale, au centre d'enjeux nationaux et internationaux, il y a à y répondre avec calme, avec sérénité, avec intelligence, avec bienveillance, avec respect, encore une fois, des idées et du débat, et de l'éthique même du débat. Donc, première question, comment faire pour cette jeunesse? C'est toujours facile de dire, il faut qu'il y a qu'à. Nous autres qui enseignons, nous ne savons que parler, mais il faut aussi donner l'exemple. Et donc, continuez à parler. Rappelez. Puisse ce rappel être utile? Eh bien, rappelons. D'abord, partager une citoyenneté. On peut ne pas être d'accord avec moi, et ça m'a valu même beaucoup d'inimitié. D'abord le citoyen, avant le musulman. Parce que dans une société sécularisée, diversifiée, plurielle, démocratique, c'est d'abord le citoyen in abstracto de ses appartenances, et puis il se déterminera. Homme de foi ou pas, religieux ou pas, homme croyant ou pas, joueur de boules, supporter du PSG, que sais-je encore, mais d'abord le citoyen. Et qui dit citoyen, dit d'abord s'acquitter de ses devoirs de citoyen pour jouir des droits des citoyens. Et vous avez remarqué que j'ai commencé d'abord par dire qu'il faudrait s'acquitter de ses devoirs de citoyen pour jouir des droits toujours inaliénables, parce que le devoir et le droit sont inaliénables, encore une fois, et l'avers et le revers d'une même effigie. On a un Premier ministre qui a parlé d'un même talisman. Lequel Premier ministre, d'ailleurs, avait dit « il ne faut surtout pas essayer de comprendre, parce que comprendre, c'est déjà excuser ». Or, il a tout à fait tort. De ce point de vue-là, nous essayons de comprendre, parce que qui dit comprendre ne dit pas admettre. Nous essayons d'analyser, qui dit analyser ne dit pas excuser. Nous essayons d'expliquer, qui dit expliquer ne dit pas justifier. Ça, ce sont des choses qui sont nécessaires. Parce qu'à croire qu'il ne faut pas essayer de comprendre parce que c'est déjà excusé, ça sous-entend qu'il est inhérent, organique, structurel, propre au fait d'être musulman, d'être nécessairement violent. Donc c'est pour ça que nous nous insurgeons, en tout cas que moi je m'insurge contre cette lecture essentialiste, réductrice, culturaliste même pour certains. Donc nous essayons de comprendre pourquoi sommes-nous arrivés à ça. Moi je suis très attaché à notre belle langue, le français, mais vous me pardonnez l'anglicisme. What went wrong? Qu'est-ce qui ne va pas pour que nous soyons arrivés à cette situation? Il y a beaucoup de choses. Et c'est complexe. Et qui dit complexe, soit on n'a pas envie de répondre, soit il faut se coltiner l'explication. Or, la donne sociale est présente. Mais il n'y a pas que la lecture sociologisante. Il y a de la politique, il y a de l'économie, il y a de la psychanalyse. Il y a aussi une approche millénariste, nihiliste, apocalyptique. Il y a aussi une fermeture dogmatique au niveau d'une lecture théologique. Il y a aussi d'autres approches, mais j'arrêterai là. Alors que dire à la jeunesse? Le maître mot, étudier. C'est ça le plus important. Étudier. Éducation, instruction, acquisition du savoir, culture, connaissance, ouverture sur le monde. L'amour du beau. Les valeurs esthétiques sont de la plus haute importance. Les belles lettres, les beaux-arts, la musique, la belle musique. Plus jamais quelqu'un à Nurluberlu qui dira aux jeunes enfants « si vous écoutez de la musique, vous serez démonisés ou transformés en porc et en singe ». Plus jamais. C'est laisser place à ce qui flatte les sens, à ce qui élève, j'allais dire, à donner place à l'élévation spirituelle. Et aussi, je finirai par-dessus, donc je m'étais répété assez là-dessus, je rêve de voir parmi vous la prochaine rectrice d'académie. Je rêve parmi vous de voir la future médecin dirigeant un CHU. Et pour pouvoir y accéder, allez étudier. Privilégiez les études jusqu'au bout. Allez investir le champ politique. Allez voter. Allez, faites vôtre, j'allais dire, l'héritage aussi culturel, intellectuel, le patrimoine historique
de ce pays, vous n'en avez pas d'autre. Et si vous en avez un autre, eh bien c'est tant mieux, c'est une richesse, mais d'abord celui-là. Allez apprendre la geste de Roland. Elle n'est pas tendre vis-à-vis du prophète de l'islam. Et alors, elle ne fait pas partie du patrimoine de ce pays. Allez vous émerveiller devant les vitraux des belles cathédrales. Allez à l'opéra, j'ai eu l'occasion de le dire. Allez au théâtre. Allez investir ce pays une bonne fois pour toutes. Ouvrez-vous sur votre concitoyen. Et après, quand vous avez à demander quoi que ce soit, il faut le faire d'une manière civilisée, d'une manière démocratique. Allez encore une fois saisir fermement votre destin de ce pays et vous serez un phare planétaire pour les autres contextes islamiques. Et alors, j'arrêterai là, aux intellectuels, eh bien d'avoir l'audace, il y en a ceux qui l'ont, mais de renouer avec un humanisme d'expression arabe en contexte islamique totalement oblitéré, effacé des mémoires, occulté, insoupçonné même, en renouer avec et le consolider avec d'autres approches. Et c'est ça l'ouverture sur le monde et c'est ça la connaissance. C'est ça, c'est d'abord la connaissance, parce que le fondamentalisme, c'est la croyance sans la connaissance, et l'extrémisme, c'est le culte sans la culture. Ce sont les choses les plus importantes. Et puis sortir d'une religiosité aliénante, uniquement en damnation et en salut. Tu fais telle chose, tu vas jouir par les délices paradisiaques, tu fais telle autre chose, tu vas périr par le feu de l'enfer. Qu'est-ce que c'est que cette tradition religieuse et la civilisation impériale qu'elle a sous-tendue à l'architecture palatiale qui a été réduite à tel ou tel aspect? Sortez, je vous en conjure, je vous en supplie, sortez de cette vision-là, sortez d'une vision dogmatique, d'une raison religieuse immobile et laissez place à la raison interrogative. Voilà ce qui me paraît important, et surtout pour la jeunesse. Je voudrais revenir à quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure. Il y a une partie dans la difficulté d'insuffler la spiritualité, de vivre sa spiritualité en France, de la donner à ses enfants, etc. Il y a une partie de la population qui a un esprit communautaire. L'herbe est-elle réellement plus verte ailleurs? Ils vont chercher ce communautarisme ailleurs. Donc l'herbe est-elle réellement plus verte ailleurs ou pas? Mais ça peut arriver. Il peut arriver que pour des questions sociales ou que pour des questions d'emploi, eh bien, les choses soient meilleures ailleurs. Moi, ce que j'entends de tout ce que nous sommes en train de dire, c'est que l'essentiel, c'est de rester là où on est, mais il se peut qu'à des moments donnés, il faille partir pour pouvoir faire une formation, pour pouvoir acquérir un savoir, pour pouvoir, bien sûr. Il n'y a rien ne s'oppose au mouvement. Maintenant, l'idée que c'est toujours mieux à l'étranger, que c'est pour ça que ce qu'on a tous posé comme question, les trois, on a tous posé la question de pourquoi est-ce qu'on part, le pourquoi, la raison. Et en même temps, certains aujourd'hui pensent que, en tant que Français et de confession musulmane, ce qu'il faut qu'ils trouvent, c'est une communauté musulmane avec laquelle ils vont être, et puis ils vont s'enfermer dans cela ou dans un pays majoritairement musulman. Et ça n'est pas la bonne réponse. Ça, je pense qu'on l'a suffisamment dit. Donc, moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que tout le discours qui consiste à penser que les choses sont mieux, ou même, souvent quand je viens en France, il y a des gens qui ont l'impression, vous savez, en Angleterre c'est mieux, aux États-Unis c'est mieux. Puis vous allez aux États-Unis, puis aux États-Unis ils se disent en Europe c'est mieux. Et on est chaque fois toujours en train de regarder l'autre sur le mieux. Alors on a deux attitudes, soit on critique tous les autres modèles, soit on pense toujours que c'est mieux ailleurs. Et nul ne peut nier que la situation en France aujourd'hui elle est difficile. C'est difficile. Mais si vous avez une lecture qui est au-delà des événements et des tensions qu'on vit maintenant, une lecture plus longue dans le temps, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont des acquis, que la pensée française
Donc la réflexion en France, elle est aussi en avance sur un certain nombre de réponses qui ont été apportées. Et que je pense qu'il faut, de ce point de vue, éviter ce type de réaction un tout petit peu épidermique, c'est mieux ailleurs, et puis de vouloir partir. Et pour pouvoir le faire, je pense que les 3 interventions qu'on a eues tout à l'heure, elles confirment exactement cette même idée de comment est-ce qu'on s'enracine, de comment est-ce qu'on s'engage ici, à tous les niveaux. Je pense que le complément de nos 3 interventions, c'était de dire, c'est vrai sur le plan social, c'est vrai sur le plan politique, c'est vrai sur le plan culturel, c'est vrai sur le plan artistique, c'est vrai sur tous les points. Donc c'est comme ça que je prendrai la réponse à la question. Merci. Je voudrais vous poser une autre question, Samia. C'est qu'on a vu qu'il y avait une hijra voulue, une hijra un peu forcée des fois, mais il y a aussi celle qui est subie, c'est l'émigration économique. Et je voudrais vous poser la question, peut-on partir pour mieux revenir au final? Oui, je crois que vous m'entendez. Alors, je crois effectivement qu'à un moment donné, enfin, il ne faut pas que vous entendiez nos discours comme rester ici à tout prix. Hein. Moi, c'est pas ce que je dis aussi. Je dis, si à un moment donné, vous avez besoin de partir, et moi, des tas d'amis sont partis, certains sont revenus, certains ne sont jamais revenus, mais si à un moment donné, les opportunités s'ouvrent ailleurs alors qu'elles ne s'ouvrent pas ici. Moi, j'ai mon frère, je vais vous donner un exemple très personnel. Mon frère, il avait commencé sa thèse à Lyon, une thèse de chimie, il y a une quinzaine d'années. Et il s'est trouvé dans une situation où il n'avait aucune bourse et il n'avait absolument rien. Il est parti en Angleterre, il a fini sa thèse, il a enseigné là-bas. Et s'il était resté ici, il aurait peut-être compromis son avenir. Il a décidé de revenir. Bon, il est resté un laps de temps au chômage. Il faut aussi en avoir conscience. C'est des réalités. C'est-à-dire que les discours qu'on a, aussi engageants en vous disant allez-y, investissez les milieux, dans la réalité quotidienne aussi, quand on n'a pas d'emploi, qu'on se retrouve face à une discrimination qui vraiment est structurelle dans notre pays, si vous avez besoin de partir, alors partez. Mais faites-le avec conscience, faites-le avec dignité. J'aime bien ce terme que vous avez utilisé, professeur. Mais s'il faut revenir, alors revenez. Revenez mieux, formés, épanouis, et revenez avec l'idée que vous allez apporter ce que vous avez pu apprendre ailleurs. Mais effectivement, on est face à des situations où même si on a des succès, même si on investit un certain nombre de lieux, même si un certain nombre de jeunes sont en politique, sont en culture, sont dans des milieux très divers et qu'ils ont réussi d'une manière ou d'une autre, se retrouver inlassablement des fois face à des murs d'exclusion, face à des paroles excluantes, ça reste extrêmement douloureux. Et je peux aussi comprendre que cette douleur-là soit à ce point insupportable qu'on puisse partir. Je crois qu'il faut aussi entendre, alors on a fait un petit sondage pendant que tu n'étais pas là, sur toutes ces envies de départ que vous avez exprimées, une réelle souffrance quand même de ce pays qui souvent ne prend pas la mesure de la richesse de qui nous sommes. Moi, quand je suis souvent, je dis souvent, j'ai fait des interventions à l'université de New York, j'ai fait des interventions à Washington, j'ai fait des interventions à Cambridge pendant des années, et il a fallu attendre, et je vais être honnête avec vous, il a fallu attendre 7 années seulement pour qu'un professeur qui m'a vu à Cambridge se dise « Tiens, Samia Troubi existe, ce serait peut-être intéressant de l'écouter ». Mais on en est là, c'est-à-dire qu'il m'a fallu 10 ans d'expérience à l'étranger pour être un tant soit peu reconnu. Une autre personne se serait dit « Advienne que pourra, je m'en vais, je vais faire mon doctorat aux États-Unis ». J'ai décidé de rester. Mais cette souffrance-là et ces opportunités que nous pouvons avoir ailleurs, si vous les avez, ne dites pas « je ne pars pas parce que mon pays c'est que ici ». Partez, mais pour mieux revenir. Je voudrais poser la question, comment arriver à rester ou partir et revenir et avoir un vivre ensemble qui va nous apporter, qui va nous pousser au plus loin et qu'on se sentira encore beaucoup mieux et, comme on disait tout à l'heure, une vraie valeur. Alors, ma chère Myriam, j'ai appris à l'instant par Samia qu'il y avait un sondage, etc.
Je m'étais tu parce que j'ai fait comme celui qui arrive en retard à une salle de cinéma et qui ne va pas déranger le voisin pour lui demander de raconter le début du film. Donc j'ai essayé à mon niveau de comprendre un peu ce qui se passe. Mais tu me donnes quelques éléments pour que je comprenne davantage. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, je ne peux pas, à titre personnel, même si le vieil adage dit « A'udhu billah min kalmat ana », donc je ne veux pas dire trop « je », mais je ne peux pas d'un côté plaider pour la liberté fondamentale, foncière, des actes, la liberté de conscience, etc. et dire aux gens, non, vous restez. Et si vous avez envie de partir, vous partez. La question n'est pas là. Mais la question, pourquoi faire? Pour aller où? Aller en Syrie? Aller, tiens, sous un climat islamique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, climat islamique? Vous pensez que vous allez trouver la liberté de conscience là-bas? De nos jours, j'entends. Vous pensez que vous allez trouver, soi-disant, la loi de Dieu appliquée? Qu'est-ce que c'est que ces Bilvesés, ces Vadès, ces Argussi? Restez là. Encore une fois, qui dit investissez le champ politique. Vous pensez un instant, et si on me dit que je fais du communautarisme, tant pis, je l'assume jusqu'au bout. Mais vous pensez que votre poids politique équivaut à votre poids démographique? En aucun cas et d'aucune manière. Il ne s'agit pas d'aller dans un sens ou dans l'autre, il s'agit d'investir le champ politique en hommes et en femmes libres, intelligents et intelligentes. Et en choisissant ces délégués, c'est ça la démocratie, c'est de déléguer à d'autres ceux qui se coltinent la gestion des affaires dans la cité. Et vous pouvez en faire partie. Et malheureusement, notre démocratie est malade parce que le collège électif n'est pas conforme au collège électoral. Et ceci est une tare de la démocratie française. Mais nous le savons, c'est un point valorisant, c'est une promesse, parce que le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie, et ça progresse. Le Jules Ferry de la métropole n'est pas le Jules Ferry des colonies, où l'école n'était ni obligatoire, ni laïque, ni gratuite. Mais ça ne veut pas dire que les choses ne doivent pas avancer. Au contraire, il faut y contribuer. Dernier point, là aussi nous pouvons diverger avec beaucoup de personnes. Je puis vous assurer d'une chose, et je commence à être fatigué de vouloir l'expliquer à chaque fois. Ce n'est pas de la haine de soi, ce n'est pas de l'autoflagellation, ce n'est pas de l'autocritique facile et simple, mais il faut trouver toujours chez soi, en soi, les ressources pour rebondir. L'homme est le fils de l'adversité, disait Antoine Blanc de Saint-Bonnet. Vous ne pouvez pas attendre les solutions qui viennent de l'extérieur. Les droits, c'est un arrachement. Et vous pouvez et vous devez arracher vos droits. Alors là où nous divergeons, c'est que j'ai entendu, tiens, Ammar Lasfar n'est pas là, j'ai dit, et il est ici, en plus sa sagesse m'a poussé à dire, moi il faut les faire concomitamment. J'ai dit, mais diable, si je puis dire, j'ai vu de mes propres yeux des individus à la barbe hirsute, à la calotte sale sur la tête, pardon, j'ai le respect absolu de la dignité humaine, avec un drap, allez, fisabilillah, pour une énième mosquée. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Pour y enseigner des mensonges ou aller construire une école, aller construire une université, aller construire encore une bibliothèque, aller avoir une chaîne de télévision, aller communiquer. Dites ce que vous avez de bon, de beau, d'extraordinaire dans cette tradition religieuse, celle de la bonté, de la miséricorde, de l'ouverture, de la sollicitude, de la prise en compte de l'intérêt d'autrui, de l'accueil, de la générosité. Tout cela, vous l'avez. Eh bien, et alors, pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas? Pourquoi est-ce que vous n'en témoignez pas? Pourquoi est-ce qu'il y a la crétinisation des esprits? Pourquoi il y a l'aliénation? Pourquoi cette tradition religieuse a été ramenée à ça? Pourquoi les pleurnicheries? Pourquoi les chikayats? Pourquoi les jérémiades? Allez, prenez votre destin en main. Allez, soyez des hommes et des femmes debout, libres. C'est ça le plus important. Ce n'est pas autre chose que de t'attendre à tiens, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, toujours avec ces pleurnicheries. C'est de la liberté. Et c'est aussi, comme le disait encore une fois François Mauriac, ce n'est que du dedans qu'une jeune âme propre et intègre puisse aspirer au salut. C'est ça ce qu'il faut. Donc ces réunions, et tant mieux qu'on en ait, c'est pour qu'on se réveille, pour qu'on reçoive le coup de bambou qui fasse réveiller le bonze de sa méditation. Vous n'attendez rien, ça ne tombera pas du ciel, c'est à vous de le prendre. Et vous le prenez comme citoyen libre et respectueux de la loi, respectueux de la législation.
de la législation positive. On ne peut pas se prévaloir de sa vision du monde et l'imposer à autrui. Nous sommes des gens civilisés et la civilisation commence déjà par la discipline. Voilà, si j'ai un message à dire, c'est celui-là. Donc, les gens qui ont envie de partir, bien entendu qu'ils partent. Il faut bien sûr explorer, aller arpenter la terre, comme on dit, et revenir, parce que votre demeure, votre pays, c'est celui-là. Réfléchir ainsi, ça montre que l'islam ou l'élément islamique est toujours considéré en élément d'extériorité. Ben à vous de montrer que c'est le contraire. Ce n'est pas un élément allogène, alloctone, allophone, étranger, incongru à la nation. Et si on vous fait savoir le contraire, c'est à vous, avec aménité et avec sourire, parce que le sourire est une aumône, eh bien de prouver le contraire. C'est ce qu'il y a. Je ne suis pas sûr, pour ma part, qu'après chaque attentat, on ait quelques hiérarques par-ci par-là qui viennent dire « halte à l'amalgame ». Le mot amalgame est un mot arabe. « Halte à l'amalgame ». Je ne veux pas être stigmatisé et ceci n'a rien à voir avec l'islam. Eh bien, ce n'est pas une réponse juste, j'allais dire. Ce n'est pas une réponse suffisante. Il faut le dire, mais il faut aussi travailler inlassablement pour que l'esprit et aussi le visage d'une tradition religieuse belle, moderne, spirituelle, soit donné aux autres. Voilà, si on ne fait pas ce témoignage, eh bien on subira tout le temps et on n'a pas envie de subir. Au contraire, on a envie de se réveiller et d'être des femmes et des hommes debout, intelligents, libres et dignes. C'est pour vous tous un dernier mot de la fin avant de passer aux questions-réponses avec le public. On va passer aux questions au public.